Dimanche 7 mai 2023, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre édition. Le vice-président de la République représentait le chef de l'État à Londres dans le cadre de la cérémonie de couronnement du roi Charles III tenue hier samedi. Occasion pour Tiemoko Meliekone d'échanger avec le roi, mais aussi avec de nombreux investisseurs britanniques et la diaspora ivoirienne sur place. On s'y rendra en début de journal avec Viviane Aïda. Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur a procédé hier samedi au lancement de l'opération spéciale Épervier dans le district de Yamoussoukro. Yamoussoukro qui depuis quelques semaines est le théâtre de faits criminels graves créant le sentiment d'insécurité dans la capitale. Il est donc temps que la peur change de camp. Alors que militaires et paramilitaires se déchirent au Soudan, de nouvelles discussions pour une trêve doivent avoir lieu en Arabie Saoudite sous l'égide des Saoudiens et des Américains qui semblent tous deux désormais à la manœuvre sur le plan diplomatique. Ils ont parlé de discussions pré-négociations, exhortant les belligérants à s'impliquer activement pour un cessez-le-feu. Depuis mi-avril, la guerre a tué 700 personnes. La vision stratégique de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est celle d'une institution moderne dont la notoriété est basée sur les compétences, l'action, la créativité, les respects des valeurs et la communication, faisant la promotion des concepts de technicité, d'interdisciplinarité, de partenariat, de système qualité, de temporalité, en adéquation avec les problèmes de la société ivoirienne et qui contribuent à leur résolution. Cette vision, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire l'épouse depuis un demi-siècle aujourd'hui. Je reçois ce dimanche le directeur de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l'établissement, professeur Mireille Dosso. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup. Vous êtes microbiologiste. Oui, tout à fait, je suis microbiologiste. Qui est microbiologiste exactement? Qu'est-ce que c'est qu'un microbiologiste? Tout à fait. Ah oui, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans l'étude des microbes, que ce soit les bactéries, les virus, les parasites, les champignons. C'est son travail. C'est son travail, tout en sachant que tous les microbes ne sont pas méchants. Ah non, tous les microbes ne sont pas méchants. Il y en a beaucoup même qui sont très utiles. Ah d'accord, il y a plus de microbes utiles que de méchants. Oui. On va en parler tout à l'heure. Merci. Merci, professeur. Et tout d'abord, je vais vous faire lecture de ce télégramme officiel du président de la République adressé à Sa Majesté Charles III, roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Majesté, votre couronnement en qualité de roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Majesté, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je forme des vœux choisis de santé, de succès et de bonheur pour votre Majesté, pour la reine consort Camilla et pour tous les membres de l'illustre famille royale, ainsi que ceux de paix et de prospérité croissante pour le peuple ami britannique. Il me plaît également de saisir cette opportunité pour réaffirmer tout mon engagement et mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec votre Majesté au raffermissement et à la diversification des relations historique d'amitié et de coopération mutuellement bénéfique qui existe si heureusement entre nos deux pays. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. On va y aller, on va aller à Londres, on va y faire un tour où se trouve depuis quelques jours le vice-président de la République pour représenter le président Alassane Ouattara à la cérémonie de couronnement du roi Charles III et la reine consort Camilla. En marge de l'événement, Tiemoko Meliekone a eu plusieurs autres activités. Il a par exemple été reçu par le successeur de la reine Elisabeth II. Le vice-président a aussi échangé avec d'autres hautes personnalités et des opérateurs économiques. Depuis Londres, le point de ses activités avec Viviane Aïda. Présent à Londres depuis le jeudi 4 mai pour représenter le président de la République Alassane Ouattara aux cérémonies de couronnement de leur Majesté le roi Charles III et la reine consort Camilla du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le vice-président de la République, Kone Tiemoko Melie, a eu une série d'entretiens au lendemain de son arrivée dans la capitale britannique. Vendredi, il a eu une rencontre avec les représentants de la diaspora ivoirienne au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, puis une rencontre toujours le vendredi avec des opérateurs économiques déjà présents en Côte d'Ivoire et désireux d'y accroître leurs investissements. Nous avons parlé de l'achèvement de l'expansion de la phase 4 de Azito, sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs années. Nous avons également abordé la question des investissements dans le domaine des énergies renouvelables, qui est un domaine en forte croissance en Côte d'Ivoire. Cela fait plus de 20 ans que nous investissons en Côte d'Ivoire et notre structure Globlec est l'une des plus importantes en Côte d'Ivoire et il nous plaît de pouvoir travailler, de pouvoir faire encore mieux en Côte d'Ivoire. L'audience que l'Excellence nous a accordée, qui nous a permis de discuter, de présenter British International Investment, qui est l'institution de financement de développement du Royaume-Uni, aussi avec Gridworks, qui est une société de ce groupe, pour discuter et comprendre les priorités du gouvernement et la mesure dans laquelle BII, British International Investment, qui est une institution de financement de développement du secteur privé, peut accompagner l'État dans ses priorités et avoir de l'impact dans la mise en œuvre du plan. Nous espérons que dans les prochaines semaines, nous pourrons avoir des missions en Côte d'Ivoire pour pouvoir opérationnaliser et porter ces discussions plus loin. On était là pour parler des programmes d'investissement que nous faisons côté environnement et société. Surtout la formation et l'éducation des jeunes et des femmes y compris, et bien sûr les opportunités économiques aussi, surtout une question de comment protéger les Ivoiriens contre la contrefaçon et pour que l'économie ivoirienne puisse bénéficier en fait de la consommation locale. Dans la soirée de vendredi, le vice-président Koné Tiemoko Mélié a pris part à la réception offerte au palais de Buckingham en l'honneur du couple royal et des chefs de délégation présents à Londres. Ce samedi 6 mai, date du couronnement du roi Charles III, le vice-président Koné Tiemoko Mélié a représenté le président de la République Alassane Ouattara aux côtés des nombreux rois et chefs d'État invités aux festivités marquant ce couronnement. Et on va y aller avec cet autre télégramme officiel du président de la République adressé cette fois à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une vive émotion que j'ai appris la triste nouvelle des inondations survenues le 4 mai 2023 dans le sud de Kivu, à l'est du pays, suite à des pluies diluviennes faisant 176 morts, 57 blessés, une centaine de personnes portées disparues et d'importants dégâts matériels selon un bilan provisoire. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre exprimer à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère de la République démocratique du Congo mes sentiments de sympathie et de profonde compassion. En vous assurant de la solidarité du peuple ivoirien, je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre aux familles des victimes mes condoléances les plus attristées et aux blessés mes vœux de prompt rétablissement. Très haute et fraternelle considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité renforce les dispositifs pour le bonheur de ses habitants dont la quiétude est quelque peu troublée. La capitale de Côte d'Ivoire étant en proie depuis un moment déjà à une montée d'agression sur les populations. Ce week-end donc, le ministre y a fait le déplacement pour procéder au lancement de la phase 8 de l'opération Épervier spécial. Walter Amadou Ouattara, Zakaria Traoré. Il est 21h passé ce vendredi 5 mai. Nous sommes aux abords de l'espace Jean-Paul II. La question de la sécurité des populations et de leurs biens est d'actualité pour les chauffeurs de taxi et les passants. La semaine dernière, une femme quittait moi vers INP. Pour récemment, même ma Camille, qui est mort comme ça. C'est pas pourquoi. Avant, dans un quartier, on pouvait se reconnaître facilement. Mais actuellement, là, quand la vie s'est réagit, les constructions viennent, on ne sait pas qui est qui. Bon, comme ça. À partir de 22h, on ne sort plus. Même tout à l'heure, on s'en va, mais on n'est pas à l'aise, on n'est pas en sécurité parce que nous avons peur. Non, nous, on veut vraiment que dans la nuit, on renforce la sécurité, beaucoup de patrouilles pour que nous aussi on puisse travailler sans crainte.
Concernant la situation d'insécurité, le commandant du groupement des CRS mène des opérations. C'est le cas ici, au carrefour Mouton, route de Saint-Fra, où un fumoir détruit. Il est 0 heure ce jour lorsque nous rencontrons une unité de patrouille pédestre au quartier Ebenezer. Les forces de défense et de sécurité, notamment la police, sur le terrain, aux côtés de nos populations, pour qu'elles veillent quotidiennement à leurs occupations. Et en ce moment, nous avons une dizaine de fumoirs détruits, on va dire une cinquantaine interpellés au devant des acteurs des jugements compétentes. Et nous poursuivons cette mission. Au-delà de la dramatisation de la situation sur les réseaux sociaux, les visiteurs continuent de se rendre à Yamoussoukro, même le temps d'un week-end en famille. Je n'ai pas senti l'insécurité en tout cas. Je n'ai pas senti l'insécurité. Ça va, on se promène bien dans la ville, il n'y a pas de problème. C'est pour renforcer cette quiétude que le ministre Vagondo Diomandé lance une opération dénommée Épervé spécial à Yamoussoukro. Environ 500 personnels de forces de police et de gendarmerie sont chargés de faire régner l'ordre avec rigueur militaire. Chaque centimètre carré de la Côte d'Ivoire doit être sécurisé et c'est ce qui est fait depuis toujours. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je voudrais me tourner vers les populations dans un premier temps. Vous devez être les complices des forces de défense et de sécurité. Donner les informations, donner les renseignements, signaler tout ce qui n'est pas normal dans votre environnement, sans verser dans la délation. Avant le lancement de cette opération, un bandit pris en flagrant délit d'agression a été neutralisé. C'est certainement le signe que la récréation est terminée pour les personnes de peu de foi. On va rester encore un moment dans notre chère capitale Yamoussoukro. La direction des transports y était récemment en action. Une sensibilisation au corps à corps dans les gares routières. C'était lors de la 4e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Et cette année, l'accent est mis sur la conduite en état d'ivresse ou sous l'effet d'autres stupéfiants. Corona Soro de la station régionale RTI Boaké. Gare routière de Yamoussoukro. Les agents de la direction régionale des transports échangent avec les transporteurs. Pour la 4e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, c'est la sensibilisation de proximité qui est choisie pour porter le message. Dans les gares routières, un accent particulier est mis sur la conduite en état d'ivresse et la mise en vigueur du permis à points. Pour l'alcool au volant, le directeur régional exhorte les chefs des gares à avoir un regard sur les conducteurs avant chaque voyage. Désormais, si on constate qu'un chauffeur est en état d'ivresse, c'est le chef de gare lui-même qui doit le mettre à l'ordre. Si les gens se plaignent du comportement d'un chauffeur, ce sont les chefs de gare. Donc, ils n'ont qu'à être des éducateurs. Un appel bien perçu par les responsables des transporteurs. Mieux, les chefs de gare demandent des alcotests. Nous demandons toujours l'appui du gouvernement concernant l'appui de l'alcool. Surtout, il faut qu'on ait des alcotests pour pouvoir tester les chauffeurs dans les gares avant qu'ils ne chargent. À Yamoussoukro, les acteurs du secteur du transport et la direction régionale décident d'installer un observatoire de la sécurité routière. Depuis février 2023, le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière 2021-2025, a instauré la Semaine nationale de la sécurité routière sur l'ensemble du territoire. La semaine a lieu du 3 au 10 de chaque mois. De Yamoussoukro, direction Dakar au Sénégal. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'y trouve dans le cadre du Forum sur l'économie sociale et solidaire. Un forum en marge duquel Belmondo Dogo a accordé quelques audiences aux représentants de pays et d'organisations internationales. Nos envoyés spéciaux ont également assisté à des partages d'expériences entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne ou la province de Québec. Didier Nguessan, Djamasso. S'inspirer de l'expérience des pays pratiquant de longue date l'économie sociale et solidaire au profit de la Côte d'Ivoire. La ministre Miss Belmondo Dogo enchaîne les audiences en marge du Forum mondial de Dakar. Tour à tour, le Québec, l'Espagne lui présentent leurs acquis.
Ça a commencé dans les milieux agricoles avec les paysans au Québec. Pour avoir du financement accessible, le mouvement Desjardins qui a aidé au départ les entreprises, notamment des coopératives, mais par la suite des entreprises d'économie sociale. Aujourd'hui, c'est une entreprise financière très, très importante. L'économie sociale a le même potentiel de développement partout dans le monde. Des expériences très similaires peuvent être répliquées et peuvent être prises et développées dans la Côte d'Ivoire, qui est un pays avec un grand esprit entrepreneurial, j'en suis convaincu. Et nous, ce que nous pouvons faire, c'est offrir cette expérience. Autre organisation à partager leur savoir-faire, le groupe de travail de l'ONU et le GESEF, une association internationale qui milite pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. L'ONU vient d'adopter une résolution sur l'économie sociale et solidaire. C'est la première fois à l'Assemblée générale. Et cette réunion était pour rencontrer les ministres de la Côte d'Ivoire et du Sénégal pour voir si elles seraient enclins, si elles seraient disposées à être notre contrepartie politique pour faire avancer ce dossier. C'est important pour nous qu'on mette en lien nos adhérents pour qu'ils partagent des thématiques, leur expérience, leur expertise et pour qu'ils puissent adapter des systèmes qui ont fonctionné. Les pays et organisations ont montré leur intérêt pour la Côte d'Ivoire, dont le projet de loi sur l'ESS est sur la table du gouvernement. On rentre à Abidjan et on se rend au premier rendez-vous de la diplomatie économique qui s'est tenu cette semaine dans la commune de Cocody. Une tribune de partage d'idées et de création d'opportunités, opportunités de collaboration entre les opérateurs économiques de Côte d'Ivoire et ceux d'autres pays comme l'Allemagne qui en était d'ailleurs l'invité spécial. Les précisions de Khalil Diomondé et Jean-Marc Djedji. C'est la République fédérale d'Allemagne qui a l'honneur pour ce premier rendez-vous de la diplomatie économique. Un cadre d'échange trimestriel mis en place par le magazine Éco-Diplomate en vue de permettre le partage d'expériences entre les entrepreneurs et hommes d'affaires ivoiriens et ceux des autres pays du monde. Le choix de l'Allemagne n'est pas fortuit, car ce pays est la première puissance économique européenne et plus de 14 entreprises allemandes sont représentées en Côte d'Ivoire. Nous avons plus que doublé le chiffre des entreprises allemandes en Côte d'Ivoire dans 3 ans. En total, les importations et les exportations en arrivent à 1 milliard d'euros approximativement. Ça, c'est une occasion pour nous de présenter cela à un public intéressé pour montrer les opportunités de coopération. Beaucoup d'investisseurs allemands sont intervenus sur la Côte d'Ivoire et ils viennent avec des projets, ils viennent pour rechercher des partenaires, ils viennent pour vendre des produits, ils cherchent aussi des produits locaux qui vont exporter vers l'Allemagne. Donc c'est tout un ensemble d'opportunités qui se présentent, qui nécessitent d'être captées très rapidement afin de pouvoir tirer profit. Pour ce premier rendez-vous de la diplomatie économique, un panel est animé sur les opportunités d'affaires en Allemagne. L'Allemagne est numéro 1 dans plusieurs domaines, que ce soit le domaine pharmaceutique, que ce soit le domaine automobile, que ce soit aussi dans d'autres domaines de process. Il y a énormément de potentiel en Allemagne et je pense que c'est vraiment aujourd'hui un moment opportun pour tous les jeunes et moins jeunes, toutes les personnes qui sont entreprenantes, de pouvoir s'intéresser à l'Allemagne. Le prochain rendez-vous est prévu se tenir dans le mois d'août. Le secteur de l'économie numérique est un gros pourvoyeur d'emplois. Il suffit de se donner les moyens de le réussir. La Côte d'Ivoire l'a compris. Elle va investir prochainement 5,58 milliards de francs CFA pour créer environ 27 000 emplois dans le secteur d'ici à 2025. Le document de la stratégie de promotion des emplois du numérique a été remis cette semaine au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale en présence de Patricia Omoetia. Les 4 axes stratégiques du document de la stratégie nationale intégrée de promotion des emplois du numérique prévoient de renforcer la maturité numérique des entreprises, encourager la reconversion aux métiers numériques, faciliter la mise en stage des diplômés et appuyer la création d'emplois par l'accompagnement à l'entrepreneuriat numérique. Pour moi déjà, les TIC représentent un secteur, un gain de temps énorme et une avancée considérable pour notre pays. Le directeur pays de l'OIT, Frédéric Lapère, a salué les efforts du gouvernement ivoirien dans le cadre de la transformation structurelle de l'économie et la croissance inclusive. Cet engagement fort du gouvernement ivoirien est de nature à promouvoir le travail décent. À travers la révolution du numérique, vous avez de plus en plus de nouvelles opportunités de création d'emplois, notamment de création d'emplois des jeunes, dans le secteur du numérique lui-même.
Et si on veut pouvoir attraper ces opportunités d'emploi pour la jeunesse, il faut pouvoir mettre en place un cadre qui favorise le développement du secteur numérique. Le ministre Adama Kamara a exprimé sa gratitude à l'ensemble des partenaires techniques et financiers et aux acteurs du secteur privé. Selon lui, au total, 26 950 emplois seront créés dans le secteur de l'économie numérique entre la période 2023-2025 pour un investissement global de 5,58 milliards de francs CFA. La promotion du secteur du numérique participe non seulement au développement du capital humain et à la promotion de l'emploi, mais également et surtout au développement du secteur privé et à la lutte contre la pauvreté, conformément aux orientations du Plan national de développement. Selon Franck Dogo, directeur général de l'emploi, le processus d'élaboration du document de la stratégie nationale intégrée de promotion des emplois du numérique a bénéficié de l'accompagnement technique et financier du Bureau international du travail, BIT. Pendant ce temps, notre reporter Michel Digré assistait, lui, au Forum international sur l'économie bleue, une thématique importante et prioritaire pour la région des Grands Ponts. Il a été principalement question lors de ce forum de présenter les problématiques liées à la dégradation et à la vulnérabilité de l'écosystème aquatique dans cette région. On va suivre le témoignage de Michel Digré. La région des Grands Ponts, c'est une superficie de 4 445 km² qui dispose d'un cordon lagunaire de plus de 150 km et d'une façade maritime longue de plus de 200 km. Nous avons tout. Océan, nous avons lagunes, nous avons des fleuves, nous avons des lacs. Pour le Conseil régional des Grands Ponts, l'économie bleue devient plus qu'une priorité pour le développement local. Vous savez que 60% de nos populations au niveau de la région des Grands Ponts vivent de la pêche, vivent d'autres activités liées, bien entendu, à l'eau. Si les jeunes considèrent, n'est-ce pas, donc, l'économie bleue, c'est toutes les activités qui sont liées à l'eau, je pense que tout le monde y gagnera. Ce forum international veut mobiliser l'ensemble des acteurs nationaux et partenaires internationaux dans la recherche de solutions contre les changements climatiques et la lutte contre la biodiversité. Ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est de voir que les collectivités locales se mobilisent autour de ces ambitions qui sont importantes, autour de la lutte contre le changement climatique et qui se saisissent de cette opportunité de faire donc de l'économie bleue un atout, un levier pour développer leur économie. Ce forum a été également une tribune de partage, d'expériences et de bonnes pratiques entre les collectivités territoriales. Le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire a un nouveau délégué dans le canton Balouan Sud, à Daloa. Tout fraîchement installé, le représentant du syndicat a pris des engagements au nombre desquels il promet l'amélioration des conditions de travail et de vie des producteurs de café et de cacao dans la région du Haut-Sassandra. On en sait plus avec Jean-Marc Djadji et Ibrahim Sissé. Le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire a désormais une représentation dans le canton Balouan Sud, dans la sous-préfecture centrale de Daloa, au centre-ouest du pays. C'est le village de Seria qui a servi de cadre à l'installation du nouveau délégué, en présence du chef de cette localité, également président du collectif des 17 villages du canton. Les braves populations résidant ici ont juste besoin d'un encadrement plus efficace et constant pour que le canton soit également un grenier pour toute la Côte d'Ivoire. Le nouveau délégué du SYNAPSI du canton Balouan Sud s'est engagé à accomplir sa mission en suivant le cahier de charge du syndicat. On demande aux producteurs de se mettre autour du président Kone Moussa parce que c'est celui-là aujourd'hui qui fait que les paysans ont commencé à sourire. Créé en 2006, le SYNAPSI revendique à ce jour 868 000 producteurs dans les zones identifiées de production de café et de cacao, selon le président national. Les conseils que nous leur donnons, faire de sorte que les acheteurs qui puissent vraiment respecter le prix annoncé par le président de la République et faire de sorte que s'il y a d'autres soucis qui mènent dans le secteur pour nous faire remonter ça.
Le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire s'est engagé dans la défense et la protection des intérêts des agriculteurs de café, de cacao, d'anacarde et de coton. 70 ans. L'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire célèbre ses 70 ans. 70e bougie soufflée dans une ambiance festive, une ambiance de reconnaissance vis-à-vis de la fabuleuse terre d'accueil Côte d'Ivoire. Abou Sanogo, Basile Kwasi. 1953-2023. L'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire a 70 ans d'existence. Sa visite est guidée. L'USOR explique à travers cette exposition le sens et la portée de ces images. Toute cette exposition retrace toutes nos activités depuis la création. Nous avons des personnages vraiment qui ont eu un rôle très important au niveau de la Côte d'Ivoire. Guinéré, Auguste Denise, M. Salaire. Pour la présidente de l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire, cette association est devenue un véritable symbole de la culture guyano-antillaise. L'objectif était de consolider l'identité collective de la communauté antillo-guyanaise en Côte d'Ivoire. L'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire est devenue un véritable symbole de fraternité. Elle a œuvré sans relâche pour promouvoir la culture, les traditions et les valeurs qui nous sont chères. La ministre de la Culture et de la Francophonie, représentant la première dame de Côte d'Ivoire, a rendu un hommage à l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire. L'association représente et symbolise l'amitié entre les Antilles, la Côte d'Ivoire, la Guyane. Madame la Première Dame a été très sensible à tout ce que l'association fait, notamment en matière de proximité, en matière d'engagement, au-delà du rapprochement de nos peuples. Et elle a tenu à remercier et à féliciter l'association qui représente une véritable alliance entre nos peuples. 70 années aux côtés des Ivoiriens. L'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire se veut un pont culturel entre les îles de la Caraïbe et la Côte d'Ivoire. Un reportage donc d'Abou Sanogo, Basile Kwasi et Ulrich Adongon. On va faire un peu de lecture. C'est une autobiographie que je vous propose. Elle retrace le parcours d'un homme, Fani Ibrahima. L'ancien maire de Bouaké vient de signer un ouvrage intitulé « Fani Ibrahima, disciple d'Alassane Ouattara, du sport à la politique ». Une œuvre qui passe en revue les 3 vies de footballeurs, d'hommes d'affaires et de politiciens de l'homme. Son aventure professionnelle, sa carrière politique et les témoignages. Serge Pacom Didi et Éric Goré étaient à la cérémonie de dédicace. Fani Ibrahima, disciple d'Alassane Ouattara, du sport à la politique, est l'intitulé de ce livre autobiographique de 171 pages qui retrace le parcours de l'ancien maire de la commune de Bouaké. Coécrit par Fani Ibrahima et le journaliste Ala Kwame, cette œuvre passe en revue plusieurs facettes de la vie de ce disciple du président Alassane Ouattara. Ses casquettes de footballeur, d'homme d'affaires et de politicien. Dans cette œuvre, Fani Ibrahima montre aux jeunes qu'il faut plus d'engagement. Il demande surtout aux jeunes de s'adonner au travail parce que seul le travail peut permettre d'arriver à la liberté de soi et au bien-être de soi. Son départ du PDCI RDA pour le RDR, dont il deviendra l'un des pionniers. Sa rencontre avec le président Alassane Ouattara, son mentor, sont autant de sujets évoqués dans cette œuvre. Les ministres d'État, Kandia Camara, Gilbert Kone Kafana, approuvent cette initiative qui immortalise l'un des leurs. Fani Ibrahima est une identité hautement remarquable au sein de notre patrimoine politique. Un seul livre ne saurait suffire pour rendre compte du riche vécu de cette cheville ouvrière du RDR et du RHDP dans la ville de Bouaké, dans l'ensemble de la vallée du Bandama et dans la Côte d'Ivoire tout entière. Nous avons fait tellement de choses ensemble dans le cadre du parti. Je ne peux que lui dire merci aujourd'hui. Je recommande à chacun et chacune d'aller lire ces livres. Je pense que ça sera une source d'inspiration, surtout les jeunes. Les joies, les peines, les batailles, ces combats de Fani Ibrahima contenus dans cette œuvre qui incite la jeunesse à avoir un idéal et un sens de son engagement.
Nous sommes dimanche, c'est le jour du Seigneur, alors un mot de religion dans ce journal. On va démarrer le chapitre avec l'école porteur de vie de l'église Vase d'honneur, dont la sortie de la 16e promotion s'est faite récemment. C'est la promotion Selem Elohim, dont les membres s'emploieront à vivre à l'image de Dieu pour une société meilleure. Régis Kofi nous en dit plus. Porter la vie et la communiquer, c'est l'engagement pris ainsi par ces impétrants qui viennent d'achever leur formation à l'école porteur de vie de l'église Vase d'honneur. Il s'agit de la 16e promotion qui a pour nom de baptême Selem Elohim, mot hébreu qui signifie l'homme à l'image de Dieu. Aujourd'hui, en prenant ce nom, c'est une grâce, c'est une promesse que nous voulons transporter. C'est vraiment une finalité, c'est vraiment le saut pour une nouvelle saison. L'école porteur de vie, selon la directrice, le pasteur Sandra Yao, est une école de discipulat qui est composée de 4 grandes classes. Voilà, il y a la classe 1 qui est la classe de l'intimité, il y a la classe 2 qui est la classe de porter sa croix, la classe 3 qui est la classe des fils, et la classe 4 qui est la classe de l'onction. Enfin, c'est une progression. Donc quand il a fini, il doit recevoir maintenant le diplôme. Pour le fondateur de l'école, Mohamed Sanogo, par ailleurs, pasteur principal des églises Vase d'honneur et du ministère Message de vie, ce n'est pas une école théologique, mais une école de disciples. Porteur de vie, ce n'est pas une école théologique, c'est une école de disciples. C'est une école qui transforme le caractère, qui transforme les habitudes. Si vous êtes pasteur, si vous êtes appelé à être pasteur, la vie de Dieu doit jaillir de vous. Jésus a dit, celui qui a soif qu'il vienne après moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La cérémonie marquant la fin d'un cycle de formation qui aura duré près de 3 ans et le début d'une nouvelle vie qui font des impétrants des témoins de Jésus-Christ. Passage de flambeau, remise des diplômes par le pasteur Liliane Sanogo sous les applaudissements et les cris de joie des familles et amis. Au Soudan, les combats continuent. Sur le plan diplomatique, les initiatives des différents blocs se multiplient. La dernière en date vient des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Tous deux ont annoncé des discussions pré-négociations pour faire finalement respecter une trêve à propos du conflit. Ces discussions doivent commencer à Jeddah. La rencontre aura lieu en présence de représentants des forces armées soudanaises et des forces de soutien rapide. Cette initiative saoudo-américaine vise à réduire les niveaux de tension au Soudan. On passe au second chapitre de cette édition, c'est le magazine du dimanche. Notre invité est professeur Mireille Dosso, directeur de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Là, elle vient de nous rejoindre en plateau. Merci encore, professeur. Avant qu'on démarre notre entretien, je vous propose de suivre cet élément vidéo signé Angela Diallo. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est un établissement public placé sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Créé en 1972, l'Institut a pour mission la recherche, la formation, le diagnostic et la surveillance épidémiologique. Pour célébrer son cinquantenaire, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire dresse son bilan. À ce jour, 1 300 000 tests PCR ont été réalisés depuis le premier cas de COVID-19 en Côte d'Ivoire. L'Institut abrite depuis 2018 la biobanque des pays de la CEDEAO et d'ici fin décembre 2023, il sera doté de laboratoires de confinement de niveau P3 et P4. L'Institut Pasteur, pour qui le sait en Côte d'Ivoire, est un outil, j'allais dire, stratégique. Et nous les encourageons, au nom du ministre, à aller toujours de l'avant. Elle a entrepris des grandes réformes qui, si ces réformes aboutissent, eh bien, donneront l'Institut Pasteur toutes ses lettres de noblesse, un rayonnement sous-régional et un rayonnement plus que national. Au menu de ces 3 journées de célébration, un colloque scientifique pour présenter les travaux de recherche. Des journées portes ouvertes et sportives sont prévues pour valoriser l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Et bien entendu, cette voix n'est pas celle d'Angela Diallo. Son reportage a été commenté par Didier Nguessan. Professeur, merci d'être avec nous. L'Institut Pasteur est né en 1972. En octobre 72, si je ne m'abuse. L'Institut a donc 50 ans depuis l'an dernier. Pourquoi le cinquantenaire maintenant? Pourquoi aujourd'hui, en 2023? Merci beaucoup. L'Institut Pasteur, effectivement, a été créé par une loi de l'Assemblée nationale en juillet 1972. Mais il a été inauguré en octobre 1972 et en fait, il a commencé ses activités en début 1973. Et donc, nous avons vraiment voulu organiser de façon
très importante, cette activité. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage avec octobre 72. D'accord. Et vous dirigez l'Institut depuis à peu près 20 ans, depuis 2004. L'Institut Pasteur, professeur, qu'est-ce que c'est au juste? C'est un centre hospitalier, c'est un centre de recherche. Qu'est-ce que c'est que l'Institut Pasteur? L'Institut Pasteur, c'est un centre de recherche. C'est un centre de recherche en santé qui a la particularité d'être sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avec actuellement le ministre de tutelle qui est le professeur Adama Diawara. Mais c'est aussi un institut qui intervient en collaboration avec le ministère de la Santé dans tout ce qui est les maladies prioritaires et les épidémies et les pandémies, comme vous avez pu le voir lors de la COVID-19. D'accord. Et donc, vous êtes consacré à l'étude des maladies virales. Et justement, vous l'avez dit, vous êtes sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. Pourquoi précisément? Pourquoi pas sous la tutelle du ministère de la Santé? Pourquoi ça, je ne sais pas. C'est une décision des ministres et du gouvernement. Mais ça nous permet quand même d'avoir une grande diversité de spécialités. Nous avons des professionnels de la santé, des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens, des vétérinaires, mais nous avons aussi des scientifiques, des biochimistes, des botanistes, des sociologues, etc. Donc cette tutelle-là permet d'avoir une grande diversité de spécialités dans l'Institut. Et vous en avez près d'une vingtaine de spécialités? Oui, on a 20 spécialités différentes. D'accord. Et vos missions sont en réalité quatre missions, mais il y en a une qui est plus connue par le grand public, c'est la prestation de services, alors que ce n'est pas que... Non. Effectivement, nous avons 4 missions depuis le décret de 1991. Là, bien sûr, la première mission, c'est la recherche, évidemment. La deuxième, la formation. La troisième, c'est la surveillance épidémiologique, c'est toutes les maladies à potentiel épidémique. Et puis la quatrième, que la population connaît mieux, c'est les prestations de services dans le secteur de la santé humaine, mais également on appuie aussi l'agroalimentaire, l'industrie, etc., l'hôtellerie aussi. Surveillance épidémiologique. Vous jouez un rôle très important donc contre les épidémies. On se souvient de l'épisode Ebola, Zika aussi. Oui, notre travail, c'est ça. C'est-à-dire quand il y a une suspicion d'émergence d'épidémie, on se doit de faire le diagnostic et de dire quel est le microbe qui se trouve dans les échantillons. Et c'est une fois que le microbe a été diagnostiqué que maintenant la riposte peut se faire de façon adaptée. Et il vous arrive de prévenir aussi, non? Oui, on fait la surveillance active. Et donc, parfois, on a des émergences. Comme l'année dernière, on a eu un cas humain dû au virus Crimée-Congo. Et donc, on signale. Qu'est-ce que c'est, ça, exactement? C'est un virus qui est transmis par les tiques et qui contamine beaucoup les bovins, mais qui peut effectivement... attaquer aux hommes. Oui, c'est ça. D'accord. Il y a la dengue aussi. Oui, on en a connu 5 phases à peu près. En 2022, c'était la 5e épidémie de dengue. La première épidémie, c'était en 2008. Pourquoi cette résurgence de l'épidémie dengue? C'est transmis par les moustiques. Hein. Donc, quand ils sont infectés, ils transmettent. Hein. Donc, c'est pas encore fini. Hein. On peut en avoir d'autres. Non, on en aura d'autres, malheureusement. D'accord. Vous êtes un EPIC. Oui. Un établissement donc public national à caractère industriel et commercial. Et quels sont, madame, vos domaines de compétences exactement? Les domaines de compétences, concernent essentiellement les micro-organismes, c'est ce que j'avais dit, mais ça tous les aspects des micro-organismes. Et donc, on vient donc en appui à tous ceux qui ont des besoins d'identification de ces micro-organismes. Et puis aussi, on a un rôle très important de formation. On reçoit plus de 300 stagiaires par an, dont 50% sont des étudiants qui terminent leur mémoire de BTS. Et il y a à peu près une trentaine d'étudiants qui viennent des différentes universités qui font leur PhD dans nos laboratoires. Et puis, il y a aussi tous les travaux que l'on fait sur les caractérisations des micro-organismes qui permettent de participer au niveau mondial à la production de vaccins et puis de nouveaux traitements. D'accord. Vous êtes donc dans la lutte perpétuelle pour la sécurité sanitaire. Oui, tout à fait. La sécurité alimentaire aussi, oui, on peut le dire. Tout à fait. D'accord. En tant que centre de recherche, et professeur Mireille Dosso, quels sont en 50 ans
vos grandes découvertes. Qu'est-ce que l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a pu avoir trouvé depuis 50 ans en tant que centre de recherche? On a trouvé beaucoup de micro-organismes qui n'étaient pas encore identifiés en Côte d'Ivoire, déjà ça. On a diagnostiqué beaucoup de maladies, mais surtout aussi on a contribué aussi aux ripostes et on a aussi contribué à l'amélioration des traitements contre ces infections. Donc pour le moment, il y a un grand problème de résistance aux antibiotiques et on contribue très largement. Et qui ne se souvient pas de l'épisode Covid-19? Qu'est-ce que vous en retenez, vous, Institut Pasteur? Le Covid-19, c'était quand même quelque chose de très important du point de vue charge de travail, au niveau humain, au niveau technologique, au niveau scientifique. Mais ça nous a permis de nous organiser. Je pense que nous sommes organisés. Nous sommes prêts maintenant à faire éventuellement face à une nouvelle épidémie de grande ampleur. Et on ne le souhaite pas. Non, on ne le souhaite pas, mais il faut être préparé. Et ça, vous pensez qu'on en aura Oui, on en aura. On ne peut pas faire autrement, on en aura. Malheureusement. Malheureusement. D'accord. Et puis l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, par la suite, en 1978, vous avez intégré le réseau international. Quel est l'intérêt pour vous de faire partie de ce réseau? Depuis 1978, on fait partie du réseau international des Instituts Pasteur qui s'appelle maintenant Pasteur Network. Il y a 30 instituts dans le monde, dans 25 pays. Et l'avantage, c'est qu'on bénéficie des collaborations scientifiques déjà. Il y a des projets de recherche entre les différents instituts. Le deuxième avantage, on a des facilités de formation, que ce soit à l'Institut Pasteur de Paris ou bien dans le réseau. Et on a des échanges, n'est-ce pas? On peut faire partir en stage des collaborateurs et bien sûr, c'est très intéressant. D'accord. Et avec les autres instituts d'Afrique? Oui, on collabore beaucoup avec l'Institut Pasteur de Dakar. Qui est le plus ancien, non? Oui, c'est le plus ancien. Le plus ancien, à peu près. Il fait partie des premiers instituts Pasteur. D'accord. Qui est né en 1896. Oui, si je calcule bien, ça fait dans les 120 ans, 127 ans. C'est ça. D'accord. Et au niveau des vaccins, c'est quoi votre rôle? Alors, notre rôle, on nous pose toujours cette question. Au niveau des vaccins, en fait, il faut pouvoir donner les profils particuliers des micro-organismes pour pouvoir préparer les vaccins. D'accord. Donc c'est ça notre travail. D'accord. Et comme vous le disiez, les microbes, vous en avez besoin pour votre travail. Tous ne sont pas méchants. Absolument. Il y en a même qui nous permettent de transformer les aliments que nous mangeons. Le pain, par exemple, tous les jours. C'est grâce à des microbes qu'on peut bien digérer. C'est ça, tout à fait. L'atiéké. Oui. Les micro-organismes transforment le manioc en atiéké. D'accord, le vin aussi. Hein. Le vin aussi, oui. D'accord, et même le banji que nous buvons. C'est cela, tout professeur? Tout à fait. D'accord. 50 ans donc au service de la population, défis et innovation. Quels sont vos défis? C'est le thème de cette célébration. Oui, tout à fait. Nos défis, c'est ça, c'est-à-dire que nous sommes un institut qui devons prévoir les épidémies éventuelles. Donc, il faut toujours qu'on s'adapte du point de vue technologique pour pouvoir avoir cet élément de prédictif, n'est-ce pas, de l'Institut, c'est ça. Et vous êtes prêt à faire face à tous les défis qui arrivent? Non, mais on essaye. D'accord. Vous avez un problème de communication à votre niveau? Oui, c'est aussi pour ça qu'on a fait les cérémonies du cinquantenaire, c'est pour se faire connaître aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, en fait, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que c'est? Alors, on a saisi l'occasion. Aujourd'hui, on sait que c'est un centre de recherche et tout, et que vous ne faites pas que de la prestation de services. Et voilà. Problème de communication qui va être résolu à partir d'aujourd'hui. Vous n'allez pas attendre 50 prochaines années. J'espère. D'accord. La cérémonie du cinquantenaire, c'était donc du 2 au 6. Oui. C'est terminé hier. Une cérémonie sur 3 volets. Un colloque scientifique. Oui, des journées portes ouvertes. Dis-nous un peu plus. Alors, le colloque scientifique était sur 2 jours. Il y a eu plus de 80 communications orales et affichées. Il y a eu même des intervenants du Bénin et de la Guinée en visioconférence. Le vendredi, c'était les journées portes ouvertes. On a reçu sur les 2 sites plus de 150 personnes, dont des étudiants du Coloco et des étudiants des universités. Et le samedi, c'était la journée sportive, récréative, qui a réuni tout le personnel de l'Institut Pasteur et puis aussi des collègues des autres... Ça permet une certaine intégration. Oui, ça permet une culture d'entreprise. Vous êtes plus de 200. On est 235. 235. D'accord. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous attendez de cette célébration, de ce cinquantenaire? Bon,
Les 3 raisons pour lesquelles on les a fait, la première, c'était la cohésion sociale, pour renforcer la cohésion sociale et la culture d'entreprise au niveau de l'institution, que les gens se connaissent mieux et partagent des moments ensemble. La deuxième raison, c'était pour de la communication, pour montrer aux populations qu'est-ce qu'on fait, aussi aux partenaires qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qu'ils nous ont donné comme appui. Et puis la troisième raison aussi, c'était pour dire merci aux autorités administratives et politiques, au président de la République et au ministre de tutelle, qui ont permis quand même les renforcements des capacités, notamment en termes d'infrastructures et d'équipements au niveau de l'Institut. Et parce que les partenaires vous aident beaucoup également. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Professeur Mireille Dosso, directeur de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, institut qui célèbre son 50e cette année. Et vous êtes venu nous en parler, une célébration marquée par l'organisation d'un colloque scientifique et de journées portes ouvertes. Vous avez dressé le bilan de l'Institut après un demi-siècle d'existence et vous avez surtout évoqué vos missions et vos défis. Grand merci pour votre sollicitude et bon retour chez vous. Bien de choses à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci pour votre confiance et à vendredi.